L'organisation, elle avait déjà fait un certain nombre de choix, soit un mode de développement d'élargir ses domaines d'activité stratégiques qui étaient de se diversifier ou au contraire de se concentrer sur un seul domaine d'activité qui était la spécialisation. Donc deux voies possibles de développement. On avait vu ensuite qu'elle pouvait choisir entre deux grands types d'avantages concurrentiels, soit une domination par les coûts, soit une différenciation. Eh bien, dans ce chapitre, nous allons voir que l'organisation doit encore choisir entre deux grands types de stratégies, soit faire elle-même les activités au sein de l'organisation, soit décider de le faire faire par d'autres. Donc ce sera deux choix. Premier choix, stratégie d'intégration ou d'externalisation. Donc voilà, soit elle va choisir cette organisation de faire faire par elle-même toutes ses activités, soit elle va choisir de le faire faire par d'autres. Donc on va voir la stratégie d'externalisation si elle le fait faire par d'autres, soit elle choisit de le faire faire par elle-même, alors on appellera ça une stratégie d'intégration. Donc on va voir dans un premier point la stratégie d'externalisation. Faire faire une activité par un prestataire, donc une autre organisation qu'on va appeler prestataire extérieur. Alors, l'activité externalisée, elle est en dehors du cœur de métier de l'organisation, elle n'est pas nécessaire pour obtenir un avantage concurrentiel. Voilà. Quels sont les types d'activités qu'une organisation peut faire faire par quelqu'un d'autre, par un prestataire? Eh bien, des activités qui ne seront pas essentielles pour la détermination évidemment d'un avantage concurrentiel. Cela pourra être, cela touche de plus en plus d'organisations, donc un nombre de plus en plus important d'activités, et les activités peuvent être des services généraux, je décide d'externaliser l'accueil, le gardiennage, la restauration. Par exemple, dans un lycée comme le nôtre, on fait appel à une société extérieure pour s'occuper de la restauration. Cela peut être aussi externaliser des services administratifs, la gestion de la paie, la finance, l'informatique. Ça peut même être des services plus stratégiques comme le service après-vente, la recherche et développement, etc. Donc ce sont toutes les activités, mais qui ne sont pas le cœur de métier de l'organisation et qui ne sont pas essentielles pour détenir un avantage concurrentiel. Alors, vous avez, par exemple, dans les stratégies d'externalisation, vous avez But. But, donc le fabricant de meubles, hein, il s'est séparé de son activité d'SAV, d'électroménager, domestique, et il l'a confié à un prestataire de service qui s'appelle la compagnie du SAV. Donc, But, cette organisation, c'est se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire le meuble, et s'est donc séparé de son activité de service après-vente du meuble. McDonald's, pour sa part, a externalisé tous ses approvisionnements de steak haché. Donc, 3 transformateurs européens s'en occupent avec un cahier des charges. Il n'a pas le savoir-faire de la production de steak haché, ni non plus de l'approvisionnement en viande bovine. Donc, McDonald's a externalisé son approvisionnement en steak haché. On verra que Decathlon a pour une partie de son activité une externalisation. Ces vélos Between que vous connaissez peut-être, il a externalisé toute la fabrication des composants de vélos. Donc ce sont des fournisseurs, des prestataires qui fabriquent les composants de ces vélos. Et nous verrons que par contre, Decathlon a intégré tout ce qui est montage. Donc tous les composants sont fabriqués à l'extérieur. Par contre, c'est Decathlon qui maîtrisera tout le montage des composants pour faire des vélos. Voilà, une stratégie d'externalisation avec quelques entreprises. Une stratégie d'intégration maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on décide d'intégrer toutes les activités, c'est-à-dire qu'on décide de faire soi-même, voire de développer de nouvelles activités. Donc ça consiste pour l'organisation à accomplir en interne les activités de son cycle de production, qui sont habituellement réalisées, qui peuvent être habituellement réalisées par ses partenaires. Donc, cela peut aller de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution du consommateur final. Donc, nous avons un certain nombre d'entreprises. Yves Rocher, alors Yves Rocher, eh bien, il est à la fois botaniste, il récolte les herbes, les arômes, les fleurs, il fabrique tous ses produits de cosmétiques et il est détaillant, il les vend. Donc, vous voyez, il a intégré parfaitement l'ensemble du cycle de vie de ces produits, de la plantation des herbes jusqu'à la vente de ces produits cosmétiques.
Zara, l'empire du textile, il a choisi aussi de maîtriser totalement son processus de production, depuis ses approvisionnements jusqu'à la distribution en boutique. Donc vous savez que c'est un distributeur de vêtements pour toute la famille. Donc on va parler aussi d'une stratégie de filière ou d'une stratégie d'intégration verticale. Alors, dans la stratégie d'intégration, on voit deux grands types d'intégration. Une intégration vers l'amont, c'est lorsque l'on réalise des activités qui sont effectuées normalement par ses fournisseurs, par exemple l'approvisionnement en matières premières, voire la production de produits. Dans ce cas-là, l'entreprise va chercher à garantir la sécurité de ses approvisionnements. Par exemple, on peut penser à Boulanger qui fabrique ses propres marques d'électroménager sous la marque Essentiel B et Listo. Et donc, elle a une usine qui est dédiée avec une centaine de salariés pour produire son électroménager. Donc, elle a une intégration vers l'amont. Vers l'aval, c'est la réalisation des activités qui sont en contact avec les clients, la commercialisation, l'installation, le montage. Une entreprise qui intègre vers l'aval ces activités, c'est par exemple Darty. Darty qui, vous le savez, vous vend du matériel, mais aussi le livre, l'installe, intervient en cas de panne et a un service après-vente tout à fait performant. Donc voilà une intégration complète, amont-aval, de filière ou dite intégration verticale. Alors maintenant, nous allons voir pour chacune des stratégies quels sont les avantages, les objectifs ou quels sont les risques et les limites. Donc on va commencer par la stratégie d'externalisation. Alors, quels sont dans la stratégie d'externalisation les avantages ou les limites ? Premier avantage, premier objectif, limiter les investissements. Eh bien, tout simplement, c'est le prestataire de service qui va supporter un certain nombre de coûts financiers et de main-d'œuvre pour réaliser ces activités, et donc il va supporter les charges de fonctionnement, les masses salariales, etc. Donc, limiter les investissements puisque c'est un prestataire qui fait ces activités pour moi. On va aussi bénéficier des compétences du prestataire. Si les activités externalisées sont confiées à des spécialistes, eh bien, on va pouvoir profiter de leur savoir-faire et de leur expérience. On va aussi gagner en flexibilité puisque finalement, on va faire réaliser des activités qui vont permettre d'ajuster les besoins de l'organisation en fonction des variations de la demande. Si j'ai une demande qui augmente, eh bien, je vais m'adresser de façon plus importante à mon prestataire. Si par contre ma demande baisse, eh bien je ne vais plus m'adresser à ce partenaire et donc je vais être beaucoup plus souple en ce qui concerne les fluctuations du marché. C'est le prestataire qui va subir ces fluctuations. Donc vous voyez, l'objectif de l'externalisation pour l'entreprise, c'est essentiellement de se recentrer sur son cœur de métier. Voilà les objectifs. Maintenant, nous allons voir les risques ou les limites de ce type de spécialisation, d'externalisation, de stratégie, pardon. Premier risque, la défaillance de notre partenaire. Si notre partenaire est défaillant, il y a une baisse de la qualité des produits qu'il me livre, il y a une baisse non-respect des délais, eh bien, je vais être dépendant de cette défaillance du prestataire. Deuxième risque, je vais perdre le savoir-faire qui est externalisé. Donc, je ne vais plus savoir avoir cette compétence que j'avais auparavant, mais maintenant que je l'ai externalisé, eh bien, je n'ai plus les ressources ni financières ni humaines pour le faire. Donc, je vais perdre ce savoir-faire. Et puis, ça peut entraîner un risque social, puisque si je décide d'externaliser une activité, eh bien, je vais devoir licencier, faire des transferts de personnel, et cela peut amener à une détérioration du climat social. Donc, le grand risque, c'est la dépendance vers le prestataire. Donc voilà pour la stratégie d'externalisation. Pour la stratégie d'intégration, quels sont les objectifs, quels sont les avantages ? Premièrement, sécuriser les approvisionnements, à la fois sur le plan de la qualité, mais aussi sur le plan de la quantité. Je vais essayer, si j'ai intégré à ce moment-là, moi, mes approvisionnements, ma production, ma matière première, je vais pouvoir m'adapter au mieux aux produits fabriqués à la demande des clients. C'est le cas notamment pour Decathlon qui a des usines aussi de production et qui s'intègre parfaitement à la demande de ses clients. Donc mieux s'adapter adapter au mieux les produits fabriqués à la demande des clients.
Donc, permet une fidélisation de sa clientèle. Ensuite, au niveau de la rentabilité, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir intégrer un certain nombre de marges, les marges fournisseurs ou les marges distributeurs qui vont disparaître puisque c'est moi qui fait les activités. Donc, je vais pouvoir récupérer en termes de marge ce que normalement je devrais payer à des fournisseurs extérieurs ou des distributeurs extérieurs. Donc, je vais augmenter la rentabilité en réduisant les intermédiaires. Donc tout ça me permet quoi, grand objectif de l'intégration, d'augmenter la taille et le pouvoir de mon entreprise sur le marché. Alors quels sont maintenant les risques ou les limites de la stratégie d'intégration? Premier risque, le coût de la nouvelle activité. Souvent, intégrer une activité nécessite des investissements élevés, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient humains. Il faut intégrer du coup du nouveau personnel, que ce soit en termes de quantitatif, de savoir-faire, mais aussi en termes qualitatifs, c'est-à-dire en termes de compétences. Je vais perdre aussi en flexibilité, parce que je vais maintenant avoir un certain nombre d'activités, de l'approvisionnement jusqu'à la distribution, et donc je vais, s'il y a des fluctuations de la demande, je ne serai plus aussi souple que si j'ai externalisé mes activités. Donc vous voyez, le grand problème ou le grand risque de la stratégie d'intégration, c'est le manque d'adaptation, le manque d'adaptation ou le manque, disons, de souplesse de ce type de stratégie. Voilà, donc maintenant nous avons fait le tour de ces stratégies d'intégration et d'externalisation. Vous allez pouvoir passer au questionnaire pour valider vos connaissances.